Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cet atelier d'études du Gros Livre dont l'objectif est de vous aider dans la mise en pratique des étapes. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Durant l'atelier, afin d'éviter les bruits de fond, laissez votre micro fermé et si vous voulez prendre la parole, vous l'ouvrez tout simplement. Si vous oubliez de le fermer, je vais le fermer toujours pour éviter les bruits de fond. Alors, on va commencer avec la prière d'ouverture. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du Gros Livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le Gros Livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. OK. Alors, je suis contente de vous voir tous. C'est le fun. Une belle assemblée. Bonsoir ceux qui sont arrivés après. Daniel, puis Salut. Sur le téléphone, je pense que c'est Jacques, hein, c'est ça? Oui. Bon, parfait, merci. OK. Donc, où en étions-nous? La semaine dernière, on avait terminé ce qui avait trait à la 4e étape. Je suis pas à la bonne place. Alors, comme note, j'ai refait j'ai fait des corrections aux documents sur les étapes 1 à 3. Puis, je vais indiquer en rouge les corrections qui ont été apportées. Ça, je vais déposer ce fichier-là dans le groupe sur Messenger. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Il y a peut-être une page que j'ai ajoutée au complet. C'est surtout ça que je voulais faire, là. Parce que vous savez, d'une semaine à l'autre, je fais toujours un petit récapitulatif, puis des fois, il y a des choses nouvelles qui sortent, ça fait que je les ai ajoutées dans mon document de base. Puis, je vais faire la même chose pour la 4e étape, parce que j'avais déjà des petits changements que j'avais vus qui étaient nécessaires. Fait que ça va être fait, et ça va être déposé sur la 4e étape, ça va être plus tard, probablement pour mardi prochain. Alors, un petit retour sur les premières étapes. Dans la première étape, j'ai pris conscience de mon impuissance face à l'alcool, causée premièrement par l'allergie physique. Quand je prends un verre, je ne peux pas arrêter. Et deuxièmement, par l'insanité de l'alcooliste, qui fait que je retourne toujours à l'alcool, même si je veux arrêter de boire. Donc, l'insanité est définie comme étant l'incapacité de voir la vérité. Puis pour nous, ça se manifeste par rapport à l'alcool. Alors que la sanité ou la santé d'esprit se définit comme étant la capacité à voir la vérité. Donc, quand je demande en 2e étape, je demande à Dieu de me rendre la raison, je lui demande de me rendre la santé d'esprit, parce que je l'ai perdue par rapport à l'alcool. Donc, la pratique de la 2e étape va me permettre aussi de développer ma croyance en une puissance supérieure qui va me rendre la raison, ce qui va me permettre de discerner la vérité. Et en 3e étape, j'ai confié ma volonté, c'est-à-dire mes pensées et ma vie, mes actions, à Dieu, tel que je le conçois. L'inventaire de la 4e étape, lui, me permet de découvrir la vérité ou quelques vérités à mon sujet. Normalement, je vais comprendre dans mon inventaire de 4e étape la futilité de mes ressentiments et les dangers mortels qu'ils représentent. Je vais aussi voir que mes torts ressemblent parfois à aux reproches que je faisais à d'autres personnes, aux ressentiments que j'ai faits à d'autres. Les raisons pour lesquelles j'ai fait du ressentiment vers les autres, je vais m'apercevoir que quelquefois, j'ai agi de la même façon. Et ça me permet, de voir ça, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ça me permet de comprendre un peu mieux, puis de pouvoir pardonner mieux aussi. Donc, je vais développer à travers mon inventaire une nouvelle compréhension des autres et de moi-même, notamment en reconnaissant la maladie spirituelle en nous tous. Donc, la 4e et la 5e, là, je vais inclure la 5e là-dedans, parce que la libération vient de la 4e et la 5e. Je vais me libérer du ressentiment, de la culpabilité et de la peur, contrôler mes pensées et me bloquer de ma puissance supérieure.
Mais ça va être toujours dans la mesure où je pardonne, où je suis capable de pardonner aux autres et à moi-même, avec l'aide de Dieu. Donc, après avoir libéré mon esprit de ces blocages par le pardon, Dieu va pouvoir mieux diriger mes pensées et mes actions. Parce qu'on disait dans l'objectif de la 4e étape, les objectifs, c'était d'éliminer les blocages pour ma relation avec ma puissance supérieure. Donc, une fois ça éliminé, ma relation avec Dieu va s'améliorer. Tant que je n'essaierai pas de reprendre le contrôle, c'est bien sûr. Alors, ça nous amène à la 5e étape. La 5e étape, dans le gros livre, on va aller à la page 81, ça débute là. Puis, Hélène, t'attends-tu de lire? Oui. Il y a des Bonsoir, Hélène. Je commence au début de la page 81. Oui, s'il te plaît. À l'œuvre. Notre inventaire personnel est compris. Que nous reste-t-il à faire maintenant? Nous avons essayé d'adopter une nouvelle attitude envers notre Créateur, de vivre une nouvelle relation avec lui et de découvrir les obstacles sur notre route. Nous avons admis avoir certains défauts. Nous avons en gros cerné le problème. Grâce à notre inventaire, nous avons identifié nos points faibles. Nous sommes maintenant sur le point d'en être libérés. Mais pour y parvenir, il faut une action qui, si nous la menons jusqu'au bout, nous amènera à admettre la nature exacte de nos torts à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain. Cela nous amène à la 5e étape du programme de rétablissement dont nous avons parlé au chapitre précédent. OK. Donc, quand ils disent dans le début du paragraphe, nous avons essayé d'adopter une nouvelle attitude. Ça, c'est la 2e étape. Une nouvelle attitude envers notre Créateur, c'est la 2e étape. De vivre une nouvelle relation avec lui, c'est la 3e étape qui va me permettre de faire ça. Puis découvrir les obstacles, admettre nos défauts, cerner le problème, ça, c'est l'inventaire de la 4e étape. Et c'est ça. Donc, ici, dans ce bout-là, il nous donne les objectifs de chacune de ces étapes-là. Tu sais. L'objectif de la 2e, c'était d'adopter une nouvelle attitude. La 3e, de vivre une nouvelle relation. Puis la 4e, de découvrir les obstacles. OK? Pour parvenir à la libération, il faut une action. Donc, l'action, c'est la 5e étape qui, si nous l'amenons jusqu'au bout, nous amènera à admettre la nature exacte de nos torts, à Dieu, nous-mêmes et à l'autre être humain. Donc, quand on dit admettre à Dieu et à nous-mêmes, tu sais, admettre aux autres, c'est assez clair. Là, la 5e étape, on va se raconter, on va prendre notre inventaire qu'on a écrit, puis on va aller voir une autre personne, puis on va lui lire, relire ce qu'on a écrit. Alors, ce qu'on fait normalement quand on se raconte à une autre personne, on considère qu'on se l'admet à soi-même aussi. En fait, en l'écrivant, on se l'admet à soi-même, le 4e. Mais on dit dans la 5e, je vais l'admettre à un autre être humain, puis je me l'approprie plus encore. OK? Donc, je l'admets à moi-même aussi en parlant à une autre personne. Puis, je dois considérer que je l'admets à Dieu en même temps. Donc, en faisant mon inventaire avec une autre personne, je vais comme conscientiser que j'admets à Dieu et à moi-même et à un autre être humain. OK. Tu veux lire l'autre paragraphe, s'il te plaît? Cette étape peut être difficile, particulièrement lorsqu'il s'agit de discuter de nos défauts avec une autre personne. On pourrait croire que se les admettre à soi-même est bien assez, mais nous avons des doutes à ce sujet. Dans la pratique, nous trouvons en général l'auto-évaluation solitaire insuffisante. Beaucoup ont cru nécessaire d'aller plus loin. Nous acceptons plus facilement de parler de nous-mêmes avec une autre personne si nous voyons de bonnes raisons de le faire. D'abord, la première et la meilleure, si nous brûlons cette étape vitale, nous pourrions ne jamais surmonter notre problème d'alcool. Combien de fois les nouveaux n'ont-ils pas tenté de cacher certains faits de leur vie? Essayant de se soustraire à cette expérience humiliante,
Ils ont eu recours à des méthodes plus faciles et presque invariablement, ils ont bu. Comme ils avaient suivi le reste du programme, ils se sont demandé pourquoi ils avaient rechuté. Nous croyons que c'est parce qu'ils n'avaient pas fini leur ménage intérieur. Ils avaient bien passé leur vie en revue, mais ils avaient omis les points les plus accablants. Ils s'imaginaient seulement être libérés de leur égoïsme et de leur crainte. Ils s'imaginaient seulement avoir montré de l'humilité. Ils n'en avaient pas encore appris assez sur l'humilité, la confiance et l'honnêteté, telles que nous les considérons nécessaires, tant qu'ils n'avaient pas dévoilé toute l'histoire de leur vie à quelqu'un. Mm-hmm. Donc, au début du paragraphe, à la page 81, il nous parle de lorsqu'il s'agit de discuter nos défauts avec une autre personne. Ici, je ne me rappelle pas comment ils disent ça en anglais. Hein. C'est pas juste nos défauts, dans le fond. C'est aussi nos ressentiments, nos torts, nos peurs, puis nos peurs, puis nos défauts. Donc, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, OK. Des defects. Ouais, donc, nos défauts. Mais c'est ça, c'est pas juste les défauts. On s'entend là-dessus. Donc, il nous donne ici les raisons, les objectifs. Dans le fond, c'est les raisons pour lesquelles on doit faire une 5e étape, mais c'est aussi les objectifs de la 5e étape. Et la première est à page 81. Il nous dit, si nous brûlons cette étape, nous pourrions ne jamais surmonter notre problème d'alcool. Donc, c'est dire à quel point cette étape-là est vitale et nécessaire. La deuxième raison est à page 82 dans le paragraphe, là, la sixième ligne, ça débute à la 6e ligne. Ils disent, nous croyons que c'est parce qu'ils n'avaient pas fini leur ménage intérieur. Donc, une des raisons, c'est qu'on doit terminer notre ménage intérieur. Ils avaient, oui, c'est ça. Ils s'imaginaient seulement être libérés de leur égoïsme et de leur crainte. Tu sais. Donc, tant que tu n'as pas avoué toute ton histoire, tous tes secrets, incluant tous tes secrets à une autre personne, on peut considérer que tu n'as pas fini ton ménage intérieur et que c'est là que c'est dangereux pour ta sobriété. Moi, j'ai vu une membre faire sa 5e étape, puis il y a une chose qu'elle n'avait pas été capable d'avouer. Puis comme de bonne, elle a été, elle retourne boire. Puis la seule chose qu'on pouvait voir suite à ça, c'est qu'elle n'avait pas tout dit. T'sais. Elle avait gardé quelque chose parce qu'elle avait trop honte, elle ne voulait pas en parler. Elle s'était confiée à une religieuse, très, très, bien fine, là, puis tout, là, mais elle n'osait pas avouer ça à une religieuse. Si au moins elle avait été voir une autre personne, tu sais, tu n'es pas obligé de tout avouer à la même personne. S'il y a des choses que tu considères que cette personne-là, ça pourrait lui nuire, ben, tu peux aller voir une autre personne pour faire ta 5e à ce sujet-là, pour faire le reste de ta 5e étape. Ne reste pas avec tes secrets. C'est ça la recommandation primordiale là-dedans. Tu veux-tu continuer, Hélène? Attends une seconde, Oui. Jocelyne, Oui. c'est Monique. Oui. Tu sais, la deuxième ligne, là, essayant de soustraire à cette expérience humiliante. Mm-hmm. À un moment donné, dans un des intensifs, tu nous avais dit, moi, de quoi ça faisait mieux mon affaire, c'est à cette expérience qui m'amène à l'humilité. C'est ça. En tout cas, moi, Effectivement. Humiliante, ce serait si, quand tu es humilié, une expérience humiliante, c'est quand quelqu'un d'autre t'humilie, te fait sentir moins que rien. Tandis que là, c'est toi qui décides d'aller vers quelqu'un d'autre puis te raconter. Donc, c'est une expérience d'humilité plutôt que humiliante. Tu as bien raison. Merci, Monique. Oui, je l'avais écrit dans mon livre, puis j'ai oublié de le dire. Là, une chance. OK. Est-ce que je le lis en jeu, l'autre paragraphe? Oui, on peut le lire en jeu. Quand je fais lire en jeu, c'est parce que des fois, ça nous permet de plus se l'approprier à soi. Tu sais, quand tu lis en nous, bon, c'est général, tu peux te sentir moins concerné. Et quand tu lis certaines parties du livre en jeu, ça t'aide à vraiment t'impliquer dans ce qui est dit.
Alors, vas-y. Et vu que la plupart des gens, moi, l'alcoolique, je mène une double vie. Je suis une grande comédienne ou un grand comédien. Je présente à la face du monde mon personnage de scène, celui que j'aime montrer à mon entourage. Je cherche à me créer une certaine réputation en sachant au fond de moi-même que ce n'est pas celle que je mérite. Mm-hmm. Puis ça, on peut faire un parallèle, je ne sais pas si vous vous rappelez, du texte sur l'acteur. On retrouve ça à la page 68, quand il disait « Chacun se comporte comme un acteur qui veut diriger tout le spectacle. » Bien, ici, c'est ça, le personnage de scène, puis l'acteur, c'est la même crime pas d'affaires. Tu sais, c'est quand c'est moi qui essaye de mener toute la pièce de théâtre. Puis aussi mener, essayer de contrôler la vie des autres aussi. Fait que, ici, il parle, c'est ça, grand comédien. Oui. Oui, Fabien, alcoolique. Mais ils ne font pas aussi référence avant de faire notre cinquième, là, comment on se trouve. On ne se trouve pas bien du monde là, avant de faire notre cinquième, avec ce qu'on a fait, la honte, la culpabilité, puis tout ça. C'est pas un peu ça qu'ils veulent aussi parler? Pas ici. Ici, ils parlent vraiment plus de que j'essaie de présenter une façade. Il y a aussi le fait, la façade que je veux présenter, mais c'est vrai, pour ce que tu dis là, en arrière, c'est le personnage qui vaut rien, qui pense qu'il vaut rien. Tu sais? Parce que dans le fond de moi-même, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas correct et tout ça. Donc ça, il y a le personnage de scène que je fais semblant d'être la bonne fille, puis celle qui est en contrôle, puis qui l'a l'affaire. Puis en arrière, l'autre personnage, c'est celle-là qui pense qu'il vaut rien. Tu sais? Fait que c'est un peu ça qu'ils font l'opposition. Tout en sachant au fond de lui-même que ce n'est pas la réputation qu'il mérite. Parce qu'on se pense pas bon, effectivement. Fait que tu as raison. Merci. Donc, on essaie de présenter une fausse image de soi. Tu sais, des fois, je parle d'une personne. On a notre fausse image, notre personnage de scène, c'est notre personnalité. Si vous décomposez le mot personnalité, ça donne personne, une personne qui est alité. Alité, donc malade. Donc ça, la personnalité, c'est le personnage qui est malade. OK. Hélène, tu veux continuer? Oui. L'écart entre ma réputation et ma conduite s'aggrave encore en état d'ébriété. Lorsque je reprends mes sens, les quelques faits qui me reviennent vaguement en mémoire me révoltent. Ces souvenirs sont un cauchemar pour moi. L'idée que quelqu'un ait pu me voir dans cet état me fait trembler. Aussi vite que je le peux, je chasse ces pensées loin au fond de moi-même, en espérant qu'elles ne referont jamais surface. Je suis constamment en proie à la crainte et à la tension, et cela me pousse à boire davantage. Mm-hmm. Puis là, il parle ici de l'écart entre ma réputation et ma conduite. Donc, ma conduite, c'est une chose, puis ma réputation, c'est autre chose. Tu sais, je suis irritable, impatiente et mécontente, d'un côté, mais en face, ça, c'est chez nous, mettons. Puis en face des autres, quand je suis au travail ou que je suis avec mes amis, bien là, je vais présenter la façade de la fille qui est bien tolérante, puis tout le kit, tu sais, qui a l'air bien correct. Donc, mais en état d'ébriété, cet écart-là, c'est bien différent, c'est plus ça s'aggrave, comme ils disent. Mais aussi, tu remarqueras des fois, mais on peut voir ça même dans l'alcoolique, des gens qui sont abstinents. Quand ils sont en ivresse mentale, l'écart entre leur conduite chez eux ou leur conduite dans certaines circonstances, puis leur réputation ou ce qu'ils essayent de maintenir en d'autres temps comme réputation,
il peut avoir un bon écart entre les deux aussi. Fait que c'est quand on est en état d'ébriété, mais aussi quand on est en ivresse mentale, c'est la même chose. Alors, on est à la page 82 pour Daniel. Ah, c'est pas Daniel. Daniel a répondu, merci. OK, on est rendu, c'est sur la page 82, troisième paragraphe on vient de lire. Alors, tu veux-tu lire l'autre paragraphe, s'il te plaît? Oui. Les psychologues ont tendance à partager notre avis. Nous avons dépensé des milliers de dollars en examens médicaux. Dans de rares cas seulement, avons-nous donné aux médecins qui nous traitaient une chance de nous aider. Nous leur avons rarement dit toute la vérité, pas plus que nous n'avons suivi leurs conseils. Peu disposés à être honnêtes avec ces hommes compatissants, nous ne l'étions pas davantage avec les autres. Pas étonnant que tant de membres de la profession médicale aient une piètre opinion des alcooliques et doutent de leur chance de se rétablir. OK, tu peux continuer. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre longtemps ou heureux ici-bas. Naturellement, et c'est légitime, nous réfléchissons longuement avant de choisir la ou les personnes avec qui nous allons franchir cette étape intime et confidentielle. Ceux qui pratiquent une religion où la confession est obligatoire voudront nécessairement s'adresser à l'autorité désignée pour faire entendre ces révélations. Même si nous ne sommes rattachés à aucune foi particulière, nous avons intérêt à nous confier à un prêtre d'une religion reconnue. Souvent, une telle personne cerne vite notre problème et le comprend. Certes, il nous arrive quelquefois de rencontrer des gens qui ne comprennent pas les alcooliques. OK. Donc, au début du paragraphe, la première phrase, nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre longtemps et heureux. C'est la troisième raison pour laquelle on doit faire une cinquième étape. Tu ne peux pas vivre en paix avec des secrets qui te rongent l'âme, dans le fond. Donc, tu as besoin d'être ouvert au moins avec une personne. Tu sais. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de raconter ça à tout le monde. C'est loin de là. Tu choisis ton confident, et là, le choix qui nous parle à compter de la deuxième phrase, là, il nous parle pour deux bons paragraphes, il nous parle de trois paragraphes, et on va nous parler du choix de la personne avec qui on va faire notre cinquième étape. Alors, on réfléchit longuement, effectivement, et idéalement, moi, je te dirais, ça prend quelqu'un qui va comprendre ce que tu vas dire. On va le voir tout à l'heure, de toute façon. Là. J'ai une question, Jocelyne. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand notre propre conjoint ne croit pas à rien qui a rapport avec les alcooliques anonymes? Comment qu'on deal ça? Je suis bien découragée, moi. Sincèrement, là, pour mon conjoint, on a tous besoin d'un psychiatre, fait qu'on n'a pas besoin d'aller chez A. On devrait juste aller voir des psychologues et des psychiatres. Mm-hmm. Et okay. Qui sommes-nous, pour essayer d'aider d'autres personnes qui souffrent? Mm-hmm. OK. Je suis je suis un peu fâchée. Je suis vraiment frustrée. Puis en même temps, je l'aime, puis je ne sais pas comment dealer avec ça. Fait que je faisais juste le dire. Là, je sais qu'il n'y a pas personne qui a de réponse, là, mais c'est vraiment blessant quand ton propre conjoint te regarde et dit « t'es fucké », puis tu n'as pas besoin des alcooliques anonymes, tu as besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre. En tout cas, j'avais juste besoin de le dire parce que ça a comme monté. Je ne sais pas, je suis seule là-dedans. Il y en a-tu d'autres comme moi qui vivent avec des gens qui ne croient pas pantoute à ce mouvement-là et qui, pour eux autres, c'est une perte de temps puis une perte d'énergie. Et c'est ça. C'est ça. Je te dirais, c'est pas facile de faire changer d'idée quelqu'un. Quelqu'un qui a une idée faite, qui est très campé sur sa position, tu auras beau raisonner avec lui, il n'y a pas beaucoup de chances que ça change son opinion.
peut-être que s'il y avait des groupes ouverts, tu pourrais l'amener, mais à ce temps-ci, ce n'est pas le cas beaucoup, hein? Il n'y en a pas. Alors, c'est ça. Il veut même pas venir. C'est ça. Je te dis, des fois, je suis rendue au point où je me dis, ben, peut-être je suis mieux de ne pas avoir de conjoint ou j'ai aucun soutien. Je ne me sens pas soutenue là-dedans. Là. Tu sais, c'est difficile. Je comprends. Il y a Lina qui avait levé la main. C'est-tu la Allô, sujet mes là, amis, Lina? Lina alcoolique, ça va bien? Oui. Moi, ce qui monte dans mon cœur par rapport à ça, c'est qu'on fait le mouvement vraiment pour soi. Ça fait du bien à soi. Les étapes, on les travaille pour soi. Donc, si je veux plaire à mon conjoint puis que je me déplais à moi-même dans mon mode de vie, ben c'est moi qui ai le problème. Fait que j'encourage énormément à se choisir puis à continuer à cheminer. Comment on appelle ça? Avoir pas de la compassion, mais de l'empathie puis du soutien, c'est avec Alcoolique Anonyme qu'on le retrouve. Rarement avec des conjoints, rarement. Voilà, on continue. Merci. Merci, Lina. C'est bien sûr qu'on fait chacun notre mouvement pour soi. C'est sûr aussi que c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui va critiquer tes choix toute la journée. Ça, c'est pas, il n'y a pas de remède miracle, de solution miracle à ça, malheureusement. Je dirais, c'est ça, dans notre littérature, on nous dit l'amour et la tolérance, voilà notre code. On essaie d'être tolérant puis de lui dire avec amour que j'ai fait mon choix et c'est le mien. Merci pour ton intérêt. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas malheureusement de réponse facile. Jocelyne? Oui, il y a quelqu'un d'autre? Oui. Oui, Béatrice. Moi, je vis Daniel avec un conjoint comme ça. Je peux dire que ça s'améliore des journées où c'est vraiment chiant, là, que tu fais un meeting puis que tout ça. Mais il faut que tu lâches prise tranquillement. Vas-y tranquillement. Puis tu vas voir, ça va marcher. C'est pas tous les jours, je te le dis, Daniel. Aujourd'hui, c'est une journée super chiante. Mais c'est pas grave. Merci, Daniel. Merci, Béatrice. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose là-dessus, un petit peu, je vais aller voir. OK. Alors, on va continuer. Si vous voulez, après le meeting, on pourra en reparler si vous voulez. On va plutôt continuer avec la lecture. On était rendu au paragraphe qui est là. Non, c'est pas celui-là, c'est là. Le troisième en bas. Si nous ne pouvons, nous ne désirons. Je continue. Attends un petit peu. Oui, quel paragraphe que tu es rendu, là? Ben, 1, 2, 3. Si nous ne pouvons ou ne désirons pas de cette solution, nous cherchons un ami discret et compréhensif. Ah oui, OK, oui, c'est bon. En bas. Je viens de me retrouver. D'accord. C'est beau? Je continue. Cet ami peut être notre médecin ou notre psychologue. Il peut également se trouver dans notre propre famille, mais nous ne pouvons pas dévoiler à notre femme ou à nos parents des choses qui les blesseraient ou les rendraient malheureux. Nous n'avons pas le droit de sauver notre peau au détriment d'une autre personne. Nous faisons ces confidences à quelqu'un qui va comprendre, mais qui n'en sera pas affecté. Si la règle nous impose d'être durs avec nous-mêmes, elle nous demande d'être toujours plein d'égards pour les autres. Donc, quand tu parles d'un ami discret et compréhensif, moi, je pense que le fait d'avoir un membre AA qui a déjà fait ses étapes, ça, c'est le point important là-dessus. Pas n'importe quel point, un membre AA qui commence dans Alcoolique Anonyme ou que ça fait des années et qu'il n'a jamais fait de 4e étape. C'est pas un bon choix pour faire une 5e à ce moment-là, dans mon livre à moi. Donc, c'est ça. Avec un membre, c'est parce qu'il connaît, il sait qu'il a déjà fait ses étapes,
il sait la raison de tout ça, puis il sait comment les étapes sont imbriquées les unes dans les autres, puis comment regarder ça. Tu sais. Donc, ça va nous aider. Parce que un des objectifs qui n'est pas mentionné dans le gros livre, puis que moi je trouve important dans la 5e étape, on espère avoir un nouvel éclairage sur nos expériences ou sur ce qu'on a vu. Tu sais, quelqu'un d'extérieur à notre problème peut voir des choses que nous autres, on n'a pas vues parce qu'on a le nez dedans. Tu comprends? Donc, normalement, la personne qui t'écoute, si c'est un membre AA, va écouter, puis va peut-être voir des choses, des liens entre des choses que tu racontes, puis t'aider à faire justement ce lien-là, puis à le voir. Tu sais, donc, un des objectifs qui n'est pas marqué là-dedans, c'est d'obtenir un nouvel éclairage de la part de la personne qui m'écoute. Ça va-tu? OK, on serait rendu à page 84. Malgré la grande nécessité de se livrer à quelqu'un, il peut arriver qu'un individu soit dans une situation telle qu'il n'y ait personne qui lui convienne. En pareil cas, cette étape peut être reportée, à condition toutefois que l'alcoolique reste disposé à se confier entièrement dès que l'occasion se présentera. Nous le mentionnons parce qu'il est très important que chacun puisse s'adresser à la bonne personne. Il est tout aussi essentiel que cette dernière soit capable de garder des confidences, qu'elle comprenne et approuve entièrement notre démarche, qu'elle n'essaie pas de changer nos projets. En revanche, nous ne devons pas utiliser cela comme un prétexte pour remettre l'étape à plus tard. Mm-hmm. C'est ça. Ici, bon, ben, ils disent dans une situation telle qu'il n'y a personne qui convienne, c'est pas des cas fréquents. Tu sais, imagine-toi, tu es dans Alcoolique Anonyme, tu connais des membres, tu connais des personnes qui ont de la sobriété puis qui ont déjà fait leurs étapes. Ben, normalement, tu devrais être capable de trouver quelqu'un qui va convenir. Tu sais, peut-être que ton parrain ou ta marraine, idéalement, tu vas penser en premier à ton parrain ou à ta marraine. Puis sinon, si ton parrain ou ta marraine ne peut pas ou ça ne convient pas tout à fait, ben, tu vas essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais normalement, tu devrais être capable de trouver ça dans Alcoolique Anonyme. Ou pour ceux qui le veulent, il y a aussi les prêtres qui sont habitués à recevoir des confessions ou les psychologues aussi. Alors, moi, je trouve que c'est très important de ne pas remettre ça trop loin dans le temps. Parce que j'ai vu des gens, ça fait des années, qui ont débuté leur 4e étape, puis ils n'ont pas encore fini. Qui échelonnent ça sur trop longtemps, la 4e étape, premièrement. Puis quand ils pensent avoir fini, bien, ils attendent tellement longtemps que quand ils viennent, ils seraient peut-être prêts de la faire. Mais ils ont tellement attendu qu'ils pensent qu'il faut qu'ils recommencent. On peut traîner ça longtemps. J'ai vu ça. Déjà, quelqu'un faire ça. Puis c'est pas winner, ben, non. Essaye de faire une 4e étape dans un laps de temps assez raisonnable, c'est-à-dire, tu peux prendre, si tu travailles, c'est bien sûr, puis tu as des enfants, c'est pas facile, mais le mieux, c'est d'essayer de se fixer un temps chaque semaine pour dire que je vais travailler là-dessus, mettons, 2 heures par semaine, puis je vais m'y tenir, tu sais. Puis quand je vais avoir fini, bien, je vais m'aligner pour rencontrer quelqu'un rapidement. Pas traîner avec la 4e étape dans le tiroir chez vous, puis avoir peur que quelqu'un de ta famille trouve ça et qu'il le lise. Tu sais. Il y en a qui ont vraiment ce problème-là. Alors, il faut essayer de régler ça le plus rapidement possible. Y a-t-il des questions, des commentaires jusqu'ici? Ou des expériences à partager? Là-dessus, il y avait Jean-Marc. Es-tu là? Oui. As-tu envie de parler de ton expérience de 5e étape, 4e, 5e? Jean-Marc? As-tu envie de parler de ça ou si tu veux que j'en parle?
OK, il va m'écouter et raconter son histoire. C'est bon. Jean-Marc a fait sa 4e étape avec un membre en Gaspésie dans le temps. Il avait été resté, ce membre-là l'avait invité chez lui pendant que sa femme était partie, je ne sais pas trop où. Il l'avait invité chez lui pour qu'il fasse sa 4e étape. Alors, il a fait sa 4e étape. Il a commencé à lui lire à ce membre-là sa 4e étape. Puis je pense qu'il t'a retourné faire tes devoirs. Hein? Parce qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas faites comme il faut ou qui n'avaient pas été assez loin. Je ne sais pas au juste. D'accord. Il a refait la 4e étape pour compléter. Là, il lui a lu ça à ce membre-là. Puis le membre, quand il a eu fini, le membre lui a dit, c'était pas son parrain, ce membre-là. Le membre lui a dit, ben là, maintenant, tu vas aller voir ton parrain, puis tu vas y raconter ce que tu viens de me raconter. Tu vas tout y raconter. Fait que là, Jean-Marc, il a dit, ben pourquoi je fais ça? Je l'ai faite, là, ma 5e. Le membre lui a dit, c'est parce que ton parrain, s'il veut t'aider, ça va être utile pour lui de connaître ton histoire. Parce qu'il va pouvoir te ramener si tu es dans le champ et m'amener. Puis là-dessus, justement, est arrivé une histoire. Il a fait ça. Il a été voir son parrain puis lui a raconté la même histoire. Quelques années plus tard, il est arrivé quelque chose avec ses filles. Ben, peut-être pas si longtemps que ça plus tard, en tout cas 1 an ou 2 plus tard peut-être. Il est arrivé une situation avec quand il s'est séparé avec la mère de ses enfants. Les filles ont arrêté d'y parler. Là, lui, ben, il trouvait ça plate, puis bon, il a commencé à dire ça à son parrain, puis à se plaindre un peu. Pauvre de moi, mes filles ne me parlent plus. Là, son parrain, connaissant son histoire, il était capable de lui dire, ben oui, mais te souviens-tu, toi, combien de temps que tu as été sans parler à ta mère? 3 ans? Peux-tu le laisser patient, le sacrer patience un petit bout? Tu sais? Fait que son parrain, ça a été utile de savoir ça. Il a pu l'aider vraiment à accepter que ses filles ne parlent pas pendant un bout de temps. Fait qu'il a décidé, il a compris, il a décidé d'accepter ça, puis c'est revenu peu de temps après. Fait que c'est ça l'utilité de ça. Des questions, des commentaires là-dessus? Moi? Oui, Claire? Quand j'ai fait ma 5e, c'était une personne que je ne connaissais pas, puis c'est ça que je voulais parler avec une personne que peut-être que je ne verrai plus jamais. Comme ça, elle partirait, puis elle emmènerait mes affaires, puis ben, la visite, on ne se trouve plus. Moi, je prenais ça comme ça. Puis, elle, la personne, c'était une alcoolique. Elle a pris mes feuilles de ma 4e, puis elle me disait le nom de la personne, puis elle me disait, parle-moi de lui. Parle-moi de elle. Puis, là, il fallait que je parle de la personne. Moi, c'était des points de forme, là. Mais là, il fallait que je lui parle de la personne, puis elle pouvait me dire, moi, mais tu n'as pas mentionné ça, c'est que je ne pouvais pas me cacher parce que c'est elle qui avait mes feuilles. Je ne pouvais pas m'en passer une vite. Mais ça a duré bien longtemps, ma 5e, puis la personne, elle savait où ça s'en allait. J'ai bien aimé ça, puis je l'ai rencontré une seule fois, cette personne-là, depuis ce temps-là. Je ne l'ai jamais revu à part de ça. Puis, je vais en faire un autre, là, 4e, là, avec tes feuilles, là. Je suis en train de travailler ça parce qu'il y a des choses qui ont remonté, comme la semaine passée, quand j'ai mentionné le noir. J'ai fouillé toute la semaine à essayer de trouver d'où ça venait, ces choses-là. Là. Mais je n'avais pas senti le besoin depuis ce temps-là. Je m'étais vidée complètement parce que je ne la connaissais pas. Puis, je vois tant que mes troubles, puis je le peux voir. Pour moi, c'est ça, ça marchait. Okay. Ça fait combien de temps de ça? Ça fait au moins 18 ans de ça. Ah, mais c'est bon, c'est le temps. C'est le temps d'en refaire une autre. Mais c'est ça, là, j'ai dit, je vais en partir un autre, puis juste qu'est-ce qui manque, je vais l'écrire, puis c'est ça. Voir qu'est-ce qui reste. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler de ça, que quelqu'un prend tes feuilles puis qu'il te fait parler sans relire tes feuilles. Ouais. Comme ça, je faisais juste dire le nom de la personne, puis elle me disait, ben, parle-moi de cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Puis là, j'y comptais. C'était sous le format qu'on
qu'on a regardé ensemble ou c'était sous format de juste une liste? Non, c'est à peu près le format que tu nous as montré. OK, c'est bon. OK. Merci pour l'expérience. Oui, Marc? Merci. Jocelyne, presque tous les gens qui arrivent chez Alcooliques Anonymes, maintenant, ils arrivent souvent par une thérapie. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui font 5, 6, 7, 8 thérapies? Ça veut dire 3, 5, 6, 7, 8, 4 et 5, ça, puis je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi en penser, moi, puis je te pose la question. OK. Premièrement, les maisons de thérapie, maintenant, ne sont pas toutes sur les 12 étapes et d'un. Il y en a beaucoup, de plus en plus, ce n'est pas les 12 étapes qui sont utilisées dans les maisons de thérapie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Là, ils ne font pas de 4e, 5e, là, c'est sûr. Les maisons de thérapie qui offrent la 4e, 5e, c'est des gens qui arrivent pour la première fois puis qui font faire une 4e en 14 jours. Là, s'ils restent là 2 semaines puis ils font faire une 4e. Pas ceux qui vont très loin dans la 4e étape, et d'un. Et de deux, s'ils en ont fait plusieurs, je n'ai pas de problème qu'ils en fassent plusieurs. Moi, mettons que quelqu'un arriverait dans l'Alcoolique Anonyme, puis il aurait passé par des maisons de thérapie, puis il aurait fait sa thérapie avec les 12 étapes, puis il aurait fait une 4e, puis qu'il me demande de l'aider. Ben, je vais lui dire que pour moi, on a besoin de reprendre les étapes à partir du début. Travailler les étapes à partir du début, puis que ça peut inclure refaire une 4e étape, dépendant de la façon qu'il l'a faite. Si lui, il considère qu'il a fait une excellente 4e étape, bon, on pourrait regarder, là, mais idéalement, j'aime mieux quand quelqu'un me demande de l'aide de retravailler les étapes à partir du début. Merci, Jocelyne. Bienvenue. D'autres commentaires ou questions? Ben, en fait, la première fois que j'ai fait une 4e étape, je me suis ramassée en psychiatrie. Puis la deuxième fois que j'ai fait une 4e étape, j'ai parlé 15 minutes, puis la personne qui devait m'écouter a parlé tout le long après. Je pense que je n'ai pas été bien guidée. Non, pas vraiment. Je dis ça, moi aussi, la première fois que je me suis ramassée, j'ai été en thérapie, je vous l'avais compté, je pense, je n'ai pas dormi pendant 7 nuits certainement. Puis ça m'a emmené en psychiatrie. Mais j'ai été obligée après de refaire une 4e étape. J'ai eu à refaire une 4e étape, c'était correct aussi parce que la première, celle que j'avais faite en thérapie à ce moment-là, c'était une étape sur les autres. Ce que les autres m'avaient fait, puis c'est tout, là, tu sais. Je n'avais pas regardé mes torts vraiment, même si je me sentais extrêmement coupable. Et je n'avais pas regardé ça comme ça. Alors, je n'ai refait une plus tard, avec un petit peu plus de douceur, mais il a fallu que j'en refasse d'autres plus loin, là, tu sais, plus tard dans mon cheminement. C'est correct. C'est correct. On a le droit de refaire une 4e étape parce que ça aide énormément à la libération intérieure. Ça va-tu? Ah, puis l'autre qui a parlé, c'est vrai, tu disais que tu avais choisi une personne et qu'elle a parlé tout le temps. Ben oui, j'ai parlé. Ben, en fait, c'est que j'ai commencé à expliquer mon histoire. Puis là, elle a dit oui, elle a dit je comprends. Puis là, elle m'a dit, ben c'est comme moi puis mon conjoint. Puis là, elle s'est mise à parler, puis à parler. Puis là, j'étais assise, puis je la regardais, puis j'étais comme, OK. Puis après, on a eu comme un petit lunch. Puis l'idée, c'était de remonter en haut pour discuter. Puis quand ça a été le temps de remonter, quelqu'un qui a demandé, il a dit, ben, peux-tu m'amener? Tu sais, j'ai besoin d'un livre, peux-tu me ramener? Fait que la personne a dit oui, oui. Puis là, elle m'a regardé, puis elle a dit, ben, t'avais-tu fini? Ben, je dis, ben oui, j'avais fini. Fait que c'est là où j'ai de la misère des fois avec les gens qui n'ont pas d'expérience puis qui font faire des 4e étapes. Faut faire attention. Les gens sont tellement fragiles. Il faut faire juste attention. Moi, ça m'a... Mais c'est toi qui l'avais choisi, cette personne-là? Ben non, j'étais dans une sorte de thérapie. Une maison de thérapie? Ça faisait 5 jours que j'étais là, puis là, il faisait venir des gens, puis là, ben, elle était là, elle avait été nommée pour m'écouter. Mais je pense qu'on y avait pas bien expliqué. C'est ça, tu aurais dû aller voir le thérapeute après, puis dire, écoute, ça n'a pas d'allure, là.
Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Ouais. Les prochaines fois. Si la personne, tu commences une 5e étape avec quelqu'un, tu t'aperçois soit qu'elle est en train de te juger puis de te rentrer dedans, ça, c'est pas acceptable. Soit qu'elle ne t'écoute pas ou soit qu'elle parle tout le temps, c'est pas acceptable non plus. Arrête ça, puis va voir le thérapeute. Si tu es dans une maison de thérapie, puis si c'est toi qui l'as choisi, ben, tu peux lui dire, écoute, je me sens pas accueilli, je me sens pas compris, j'aimerais mieux arrêter ça là puis trouver quelqu'un d'autre. Mais j'avoue, Jocelyne, j'étais bien démunie, là, tu sais, j'étais comme... Oh, je comprends. Je n'avais plus où me garrocher, puis c'est ça. Fait que j'ai pas eu des belles expériences de 4e étape. J'en ai fait 3, puis les 3, je te dirais qu'après, ça m'a repris beaucoup de... Regarde, j'abandonne pas, je suis encore là. C'est une bonne idée. Puis je suis sûre qu'à un moment donné, tu vas en faire une 4e étape et tu vas me trouver une personne qui... Je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite de tout mon cœur. Si tu as besoin d'une suggestion, je vais t'en faire une ou 2. OK. Je me mets sous tes soins à 100%. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? OK. Donc, on va continuer à lire s'il n'y a pas d'autres interventions. On est rendu à la page 84, une fois. Oui, c'est ça. Une fois que nous avons choisi qui recevra nos confidences, nous ne perdons pas de temps. Nous avons en main notre inventaire écrit et nous sommes prêts à parler longtemps. Nous expliquons à notre partenaire ce que nous nous apprêtons à faire et pourquoi nous devons le faire. La personne doit comprendre qu'il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort. Lorsque nous présentons les choses de cette façon, la plupart des gens acceptent avec plaisir de nous aider. Ils se sentent honorés de recevoir nos confidences. Donc, c'est ça. Donc, il dit, nous avons en main notre inventaire écrit et nous sommes prêts à parler longtemps. Alors, quand on va arriver en 5e étape pour parler à la personne qu'on a choisie, on va lui relire ce qu'on a écrit. Et si la personne ne comprend pas, elle va demander des éclaircissements. Puis si toi, tu considères qu'il y a besoin d'éclairer un petit peu plus, de mettre un peu plus de mots, parce qu'on vous recommande quand tu écris ta 4e étape, tu n'écris pas un roman. Tu écris des phrases courtes en point de forme. La personne a fait telle affaire, ça m'a dérangé, ça m'a blessé, je me suis senti rejeté, etc. Mais des phrases courtes. Alors, quand tu t'expliques, quand tu te racontes à la personne, normalement, tu vas relire ça, c'est suffisant. Comme je disais, si jamais il y a des cas particuliers que tu crois qu'il faut donner plus de détails, tu peux le faire, mais il faut voir que si tu donnes des détails à chaque personne, puis pour chaque cause de tes ressentiments, ou pour chacun de tes torts, expliquer tout le contexte autour de ça, tu ne finiras pas, et de un. Et de deux, ce n'est pas nécessaire non plus pour que l'étape soit réussie, dans le fond. Tu sais. L'étape est réussie si tu sens un certain soulagement après l'avoir faite. Soulagement parce que tu t'es raconté honnêtement, tu sais, parce que tu as vidé ton sac, dans le fond. C'est ça l'objectif, c'est de vider et d'enlever les blocages qu'on a à l'intérieur, de se libérer du ressentiment, se libérer de la culpabilité, idéalement. Alors, c'est ça. Continue, Hélène. Oui. Nous mettons notre orgueil de côté et nous y allons de nos secrets en explicitant bien chaque repli de notre caractère, chaque coin et recoin de notre passé. Une fois que, sans avoir rien caché, nous avons franchi cette étape, nous sommes enchantés. Nous pouvons regarder le monde en face. Lorsque nous sommes seuls, nous nous sentons en paix et parfaitement à l'aise. Nos craintes nous quittent. Nous commençons à sentir la présence immédiate de notre Créateur. Nous avions peut-être jusque-là des convictions spirituelles, mais maintenant nous commençons à vivre une expérience spirituelle. Cette expérience est souvent accompagnée de l'impression très vive que notre problème d'alcool a disparu.
Nous avons l'impression d'être sur la grande route, marchant main dans la main avec l'esprit de l'univers. Alors ça, sauf la première phrase, là, tout le reste du paragraphe, ce sont les résultats qu'on peut attendre d'une 5e étape bien faite. Donc, ils disent, un bémol que je mettrais quand ils disent « nous nous sentons en paix, c'est correct », et parfaitement à l'aise, bien, le parfaitement est fort un peu. Tu sais, peut-être que tu ne seras pas parfaitement à l'aise, mais tu vas être plus à l'aise dans ta peau, je te dirais. Nos craintes nous quittent, le plus gros de nos craintes va nous quitter, mais ce n'est pas tout disparu, la peur peut revenir. Et on a une solution, on a un Dieu à qui on peut les confier pour lui demander de nous en libérer. Ça fait partie de la 6e puis de la 7e étape qu'on va voir probablement la semaine prochaine. Et donc, puis, ils disent qu'on commence à sentir la présence de notre Créateur. J'expliquais à un moment donné que en 3e étape, j'ai confié ma vie, ma volonté à Dieu. Après, on est devenu à croire. Mais là, je commence à établir une relation avec ma puissance supérieure. Tu sais. Fait qu'une relation, ça prend un certain temps à s'établir. Puis après, une 4e, 5e bien faite, j'ai nettoyé le conduit pour ma relation avec ma puissance supérieure. C'est comme si tu avais à l'intérieur de toi un canal qui était complètement bouché, qui faisait que tu avais de la difficulté à établir un contact avec ton Dieu. Maintenant que tu libères ton contact, ton conduit, ben, normalement, ta relation, ton contact conscient avec Dieu devrait être plus facile. Ta confiance en lui va s'améliorer parce que tu vas être capable plus de sentir que tu n'es pas tout seul. Tu sais. Donc, ça va être plus facile. C'est plus facile de vivre avec ça. OK? Donc, ça termine l'explication sur la 5e étape. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires? Je dis ça, puis j'ai des notes que je voulais finir avec ça. Alors, normalement, quand je vais avoir terminé ma 4e, ma 5e étape, je devrais être capable de voir que mes ressentiments, mes torts et mes défauts étaient tous basés sur, premièrement, l'égoïsme et l'égocentrisme, qui sont identifiés comme étant la source de mes problèmes. Ça dit bien ça dans le texte sur la 4e étape. Donc, je devrais être capable de voir ça. Parce que vous savez, dans l'inventaire de mes torts, je vais avoir listé mes défauts de caractère. Puis, je dois à chaque fois, pour chacune des personnes, regarder est-ce que j'avais de l'égoïsme, de l'égocentrisme là-dedans. Vous allez remarquer que la plupart du temps, c'est là. Donc, normalement, ça va t'amener à la conclusion que oui, il y a beaucoup de ça. Moi, ça m'a pris du temps à voir ça, l'égoïsme, l'égocentrisme. J'avais l'impression de toujours penser aux autres. Mais ouais, je pensais aux autres. Je pensais aux autres en vue de me faire aimer. Fait que c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, ça. Hein? Fait que il a fallu, à un moment donné, que je fasse face à ça. Que oui, j'avais beaucoup d'égoïsme et d'égocentrisme à l'intérieur. Et l'autre chose que je vais voir, c'est que la peur était en arrière de ça aussi, beaucoup. Ça, je vais voir ça dans l'inventaire de mes ressentiments. J'identifie les peurs qui étaient présentes à ce moment-là, puis je vais en trouver. Puis quand tu vas faire ta liste des peurs après, tu vas voir qu'il y en a des peurs. Ils disent une centaine de sortes de peurs, animées par une centaine de sortes de peurs. Oui? Puis c'est vraiment ça. Donc, normalement, tu vas voir ça. Ces éléments-là constituent la racine ou la nature exacte. Quand on dit dans l'étape, c'est nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. Bien, la nature exacte, en arrière de mes ressentiments, en arrière de mes torts, il y avait les peurs, il y avait l'égoïsme, l'égocentrisme. Ça, c'est la racine. Ces éléments-là ont causé des malheurs que je ne croyais pas avoir mérités, mais à quelque part, est-ce que je n'ai pas été à l'origine de tout ça? Tu sais? La peur ou l'égoïsme m'a amené à avoir des exigences et des attentes
élevé envers les autres, à essayer de les contrôler. C'est ça qui m'amène le besoin obsessif de contrôler. Moi, j'ai hérité de ça. Ma mère était pas mal de même, puis moi, je ne voulais pas être comme ma mère, mais je suis devenue ça aussi. Donc, le contrôle, c'est beaucoup centré sur l'égoïsme. Je veux contrôler parce que je veux que les choses se passent à ma façon. On s'entend-tu? Donc, c'est ça. Et aussi, ces choses-là, la peur égoïste, égocentrique, égocentriste qui vont m'amener à juger et à condamner les gens. Je vais les juger selon mes critères à moi. Hein? Puis, je vais les condamner, je vais faire du ressentiment. Donc, c'est tout ça qui est la source de mes problèmes. Donc, je suis responsable à quelque part de mon propre enfer parce que j'ai laissé mon ego mener le bal. Je suis devenue l'esclave de mon ego. Et maintenant, en ayant une puissance supérieure dans ma vie, j'ai un choix à faire à chaque jour et même, je te dirais, quasiment à chaque instant. Est-ce que je choisis, est-ce que je suis en train d'agir à partir ou de penser à partir de mon ego ou si je suis dans la volonté de Dieu puis je suis avec Dieu là-dedans? Est-ce que je suis Dieu ou est-ce que je suis mon ego? J'ai à choisir ça aujourd'hui. Et aussi, je vous disais que j'étais responsable de mon enfer parce que j'ai laissé l'ego mener le bal puis que j'étais esclave de l'ego. Mais avec mes attentes puis mes exigences, j'attends que les autres répondent à ça, à mes besoins émotionnels ou à mes autres besoins. Alors, je suis aussi leur esclave parce que s'ils ne répondent pas puis qu'ils ne font pas à mon goût, je ne filerai pas bien. Parce que j'attends quelque chose d'eux autres puis qu'ils ne répondent pas. Alors, je suis aussi dépendante des autres, esclave. Alors, c'est pas mal ça que j'avais sur la nature exacte de mes torts. Des commentaires là-dessus? Merci. J'adore entendre ça. Ça me ramène. Merci. Alors, il y a un autre paragraphe qu'on va lire. On a terminé les explications sur la 5e, mais il y a le retour à la maison. À la page 85, il y a un paragraphe qui concerne le retour à la maison. Veux-tu nous lire ça, Hélène? De retour à la maison, nous nous retirons dans un endroit paisible pendant 1 heure pour réfléchir soigneusement à ce que nous venons de faire. Nous remercions Dieu du fond du cœur pour nous avoir permis de mieux le connaître. Reprenant ce livre, nous allons à la page où sont énumérées les 12 étapes. Page 66. Nous relisons attentivement les 5 premiers points. Nous essayons de voir si nous n'aurions pas omis quelque chose, car nous construisons une arche que nous allons traverser pour devenir enfin un être libre. La construction est-elle solide? Les pierres sont-elles bien en place? Avons-nous lésiné sur les matériaux de la fondation? Avons-nous essayé de fabriquer du mortier sans sable? Je continue? Ça. Non. Donc, c'est ça. Quand on a terminé notre 5e étape, en revenant chez nous immédiatement, on s'assoit quelques minutes, tranquille, pour regarder ce qu'on vient de faire. Regarder chacune des étapes pour voir est-ce que, c'est ça, dans ma première étape, est-ce que j'ai vraiment admis à 100% que j'étais impuissante devant l'alcool? Est-ce que j'ai vraiment reconnu que j'avais perdu la maîtrise de ma vie ou que je n'avais pas le contrôle de ma vie, même si j'essayais de la contrôler? Est-ce que je reconnais que je n'avais pas ce contrôle-là? Pas juste quand je buvais. Tu sais, la perte de maîtrise de ma vie, ce n'est pas juste quand je bois. Tu sais, on a essayé toute notre vie de diriger notre vie avec notre ego puis notre volonté de déchaîner. Puis ça n'a pas marché à notre goût. La plupart du temps, ça n'a pas marché à notre goût. Qui se
qui peut dire, y en a-tu parmi vous qui peuvent dire que moi, j'avais le contrôle, j'avais la maîtrise de ma vie, même quand je ne buvais pas? Levez la main, ceux qui avaient ça. Personne? Alors, je ne suis pas surpris. C'est ça, tu sais, reconnaître que je n'avais pas la maîtrise de ma vie. Puis même ça, je ne l'ai pas. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est Dieu qui mène ma vie, c'est plus moi qui ai amené. Ça fait que j'ai plus besoin de... Je ne demande pas à avoir la maîtrise de ma vie, moi. Je demande à ce que Dieu la dirige. C'est différent. Donc, est-ce que j'ai fait ma deuxième étape? Est-ce que je crois à une puissance supérieure? Est-ce que j'ai bien confié ma volonté puis ma vie? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu diriger ma vie, me guider là-dedans? Tu sais, es-tu vraiment prêt à ça? J'ai-tu vraiment fait ça? Puis mon inventaire, est-ce que j'ai été complètement honnête? Est-ce que j'ai tout dévoilé mes secrets? Est-ce qu'il en reste de mes secrets? Puis si, dans cette revision-là, je constate qu'il y a peut-être une affaire ou deux que je n'ai pas dit, bien, je te suggère fortement de ne pas passer très longtemps puis d'aller le raconter à une autre personne en qui tu as totalement confiance ou à un total étranger qui est sous le secret professionnel. Va parler à quelqu'un de tes secrets les mieux gardés, de ce que tu n'as jamais voulu dire à personne, si tu ne l'as pas dit à la personne qui t'écoutait en 5e. Reste pas avec. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est un danger de retourner boire. Puis boire, ça peut t'amener à la mort. Alors, c'est ça, la révision de la 5e étape. Puis il nous parle de l'Arche. Bien, l'Arche, on en a parlé en 3e, mais il a commencé à en parler en 3e. Dans le fond, il commençait à en parler à la page 20, quand il parle du lien qui nous unit entre nous autres dans la fraternité. En anglais, c'est le ciment. C'est le ciment de la fondation. C'est la fondation de notre arche. Dans la deuxième étape, il nous disait qu'on avait mis la pierre d'angle de chaque côté de l'arche, la pierre au bas de l'arche. Puis la troisième étape était la clé de voûte de l'arche. C'est la pierre au centre qui tient l'édifice en place. Elle est toujours faite comme ça, la clé de voûte. Donc, c'est confier ma vie et ma volonté à Dieu. C'est ce qui tient tout ce mode de vie-là en place. Donc, les étapes 4 à 11, c'est les autres pierres nécessaires, dont la 5e étape en fait partie. C'est pour ça qu'il nous parle de l'arche ici. Puis la 12e étape, j'ai traversé l'arche et je suis maintenant dans le nouveau sentier, mon sentier de rétablissement. Alors, c'est ça, l'arche. Moi, je trouve aussi que c'est un beau concept. Vous l'avez, l'arche et l'image de l'arche à la page 15, puis je vous l'ai envoyé aussi, l'arche, dans le groupe sur Messenger. Merci à Lina de m'avoir fait un petit dessin à la main que j'ai... j'ai dit, ben, je vais trouver quelque chose pour refaire le dessin. J'ai fait ça en PowerPoint, puis je vous l'ai envoyé sur le groupe. S'il y a des gens qui ne sont pas sur le groupe encore, dans le groupe Messenger, je publie je vous donne l'information quand la vidéo est postée sur YouTube, puis je vous donne aussi les documents de la semaine, s'il y en a. Là, cette semaine, je vais poster la page de mes notes sur la 5e étape. Vous allez voir, c'est marqué 5 à 9, 5e étape à 9e étape, mais pour le moment, je vous donne juste la 5 parce que les autres ne sont pas nécessairement terminés. OK. Y a-t-il des questions? Commentaires? Oui, Liliane? Je me posais une question face à la première étape, Jocelyne. Tu sais, impuissante dans l'alcool, OK, c'est l'allergie physique. La perte de la maîtrise de ma vie, c'est-tu considéré comme la partie mentale? Non, pas vraiment. Dans l'impuissance, tu as 2 domaines. Tu as l'allergie physique, et ça, c'est quand tu commences à boire, que tu es incapable d'arrêter. Tu es impuissante là. Tu es aussi impuissante face à l'insanité qui te ramène. Tu sais, quand tu ne bois pas, là, si tu n'as pas de mode de vie, l'insanité va te ramener au premier verre. C'est pourquoi tu n'es pas capable d'arrêter de boire par tes propres forces. C'est à cause de l'insanité. Et ça, c'est l'impuissance aussi.
Alors, l'impuissance, c'est autant la maladie physique que la maladie mentale. Et l'insanité fait partie. Oui, l'insanité, c'est la maladie mentale. Mais c'est ça, si je ne suis pas capable de contrôler ma vie, est-ce qu'il y a une forme d'insanité? Tu n'es pas capable de contrôler, tu n'es pas capable de contrôler ton esprit pour pas qu'il te ramène à l'alcool. Si tu n'as pas une puissance supérieure. Tu n'as pas de défense devant l'alcool avant de boire. Tu n'as pas de défense une fois que tu as commencé à cause de l'allergie. Tu n'as pas de défense avant de boire à cause de l'insanité qui va te ramener au premier verre. Si on avait juste l'allergie physique, ça ne serait pas difficile d'arrêter de boire. On aurait juste à dire j'arrête, puis je n'ai pas d'allergie. Si je ne bois pas, c'est comme une allergie aux fraises. Si tu ne manges pas de fraises, tu n'es pas malade. Bien, l'allergie, c'est un physique, c'est la même affaire. Si tu ne bois pas, tu n'as pas l'allergie physique. Tu n'en souffres pas. Elle est toujours là, mais tu n'en souffres pas. Le problème, c'est l'insanité, la maladie mentale, qui te ramène toujours à l'alcool parce que ton esprit est faussé par la consommation d'alcool. C'est ça l'insanité. C'est un esprit faussé par la consommation d'alcool qui t'a vendu l'idée puis qui a cru fermement que l'alcool était ta solution à ton mal-être ou que tu avais absolument besoin de l'alcool pour fonctionner ou que, bon, peu importe comment ça s'est créé en toi, là, le besoin obsessif d'alcool. Ça va-tu, les gars? Ben, si je suis incapable de contrôler ma vie, c'est un méchant problème. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Quand on dit qu'on y confie ma vie et ma volonté, c'est parce que je ne suis pas capable de la gérer moi-même. À cause de l'égoïsme, l'égocentrisme, à cause de la peur qui m'habite. J'essaie de gérer ma vie, puis je me mets les pieds dans les plats, même sans boire. Je peux me mettre les pieds dans les plats facilement. C'est juste le chose de maladie mentale qui fait que je ne suis pas capable de contrôler ma vie. Mais ça n'a pas le rapport. Non, c'est pas juste ça. Ça ne fait pas partie de ça pantoute. Le côté insanité. De croire que je contrôle ma vie, je ne la contrôle pas pantoute. Oui, on peut extrapoler, on peut dire qu'on a aussi de l'insanité en croyant qu'on peut contrôler notre vie. Effectivement. On ne contrôle pas dans le fond parce que on est folle. Mettons qu'on a perdu la raison dans bien des domaines. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions, commentaires? Oui, Brigitte. Moi, je me demandais où est-ce que je peux retrouver vos papiers, vos écrits, tout ça sur YouTube? Sur Messenger, je te suggère d'aller sur Messenger puis envoie-moi un message par Messenger avec mon nom que tu vois là, Jocelyne Cahouette. Tu vas me retrouver avec ça. Puis moi, je t'ajouterai dans le groupe qui s'appelle Gros Livre, mardi 19h30. Puis là-dedans, tu vas trouver les documents. Puis tu vas trouver le lien pour YouTube. Ou sur YouTube, tu peux me trouver aussi avec mon nom. Ah oui, sur YouTube? Oui. OK. Bon, mais merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions, commentaires? Moi, j'aurais peut-être un commentaire à faire parce que j'ai fait plusieurs, 4 et 5, dont une deuxième que j'avais faite, on avait fait les étapes à un endroit sur 1 an complet. Et puis, quand on faisait la 5e, ce n'était pas nous qui choisissions les gens, un peu comme celle qui a partagé tout à l'heure. Puis, en fait, c'est des gens qui s'offrent parce qu'on est un gros groupe, puis on tombe sur une personne au hasard, là. Puis moi, la personne ressemblait physiquement tellement à ma mère que je me sentais tellement à l'aise, pas à l'aise, là. J'en avais des sueurs tellement qu'elle ressemblait à ma mère physiquement. Puis je n'ai pas fait une belle 5e étape. Mon conseil, ça serait, parce que l'autre après, j'ai choisi vraiment ma marraine. Puis quand on réussit à choisir quelqu'un en qui on a confiance, c'est
ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. On peut vraiment s'ouvrir à fond. Fait que la responsabilité de choisir quelqu'un, je la trouve importante. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, Hélène. Oui, effectivement, quand tu fais ta 5e étape dans une maison de thérapie, ils vont voir, c'est eux la plupart du temps qui vont choisir. Tu peux bien tomber, comme tu peux ne pas bien tomber. C'est pas toi qui l'as choisi. Des fois, tu peux effectivement pas être à l'aise avec la personne pour différentes raisons. Là. Fait que c'est pas évident. Tu peux toujours demander, si tu as quelqu'un à qui tu vas dans une maison de thérapie pour le faire, puis tu as quelqu'un qui pourrait venir pour faire ta 5e, tu peux toujours demander, d'après moi, à la maison de thérapie, moi, j'ai quelqu'un à qui j'ai confiance et que je veux avoir pour faire ma 5e. Tu pourrais dire ça. D'après moi, ça fait partie des prérogatives. Si tu es client, dans une maison de thérapie, c'est toi le client. Tu sais? Fait qu'à la limite, tu pourrais choisir. Ah oui, Guylaine a mis un petit mot pour dire que mes coordonnées sont dans le chat. Si tu veux voir ça, Brigitte, là, va voir dans le chat, tu vas voir mes coordonnées. Merci, Guylaine. Une question, moi, comme ça, là, Javier, toujours alcoolique. Tu sais, ceux qui viennent écouter nos 5e, là, ils l'ont déjà fait, là, mais ils ont-tu comme une base là-dedans, là, ou ils ont juste suivi le programme, ils ont fait une 5e, ou ils leur donnent-tu une petite information? J'aimerais ça répondre, Jocelyne. Attends un petit peu. Lina, tu veux répondre sur quoi? Sur la question à Fabien? Ben, c'est parce que c'est drôle parce qu'il pose la question, puis moi, j'avais levé la main pour donner de l'espoir aux gens parce que j'ai déjà écouté des 5e à 6 ou 7 reprises, puis effectivement, on avait une préparation, une belle préparation avant pour que ce n'est pas vraiment nous qui écoutons. On se met dans un état de réception, mais c'est comme un canal pour que... puis moi, je me rappelle très bien que je sortais de là et je ne me rappelais plus de rien. Absolument. C'était vraiment, on dirait, en tout cas, c'est dans mes croyances parce que je l'ai vu sous mes propres yeux, mais c'est comme un écho divine. Là. Tu sais, à Dieu, j'ai confié à Dieu, à un être humain, la nature exacte de mes torts pour m'en libérer. Fait que si tu te mets dans l'état que la personne va se libérer, mais que c'est Dieu qui fait le travail, ben oui, c'est possible de faire une belle 5e étape, là. Vraiment, vraiment, là. Oui. C'est ça. Merci, Alina. Effectivement, il y a des maisons qui vont faire une formation avant, puis il y en a d'autres qui n'en feront pas. Parce que moi, j'ai vécu l'autre aspect où j'ai fait une 5e. J'étais préparée. Moi, j'étais préparée personnellement, là, mais la maison n'a pas fait de préparation avant. Fait que c'est variable d'une maison à l'autre. OK? D'autres commentaires, questions? Ça va-tu, Fabien, ça répond-tu à ta question? Oui, c'est parfait. OK, merci. OK, alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, on va terminer ça pour ce soir. On est rendu à -15 quand même, c'est correct. Alors, pour ceux qui le désirent, on va terminer avec Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, Jojo.